Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la manière dont on met en œuvre effectivement, notre pilier stratégique. On a réécrit une vision en 2018 et un de nos 4 piliers stratégiques, c'est Data Power. Donc comment on met la donnée au centre de nos prises de décision, mais aussi la donnée comme un axe d'automatisation de beaucoup de tâches, beaucoup de tâches métiers. Donc je vais vous présenter un petit peu de où on partait finalement avant de lancer le projet. Donc en 2009, on avait lancé déjà depuis quelques années une équipe de data science. Cette équipe de data science, quand elle a démarré, ne savait pas s'appuyer sur notre data warehouse historique. Donc data warehouse historique, SAP Sybase IQ. Là, les équipes de data science arrivent avec des nouveaux besoins de données, arrivent avec des algorithmes forcément beaucoup plus consommateurs, incapacité de nos data warehouse historiques de tenir la charge. Donc, ils créent un autre environnement data, Data Lake Hadoop, sur lequel ils run tout leur scénario d'analyse avec du Spark, etc., etc. Ils ont besoin de données supplémentaires. Donc là, ils alimentent notamment tout ce qui est trafic web, tout ce qui est parcours digitaux. De toute façon, notre environnement DataWare n'avait pas la capacité, Gauthier en parle un petit peu, d'absorber ces volumes-là. Ça marchait, mais on était déjà un petit peu dans les limites de ce qu'on savait faire en termes de volumétrie, capacité à monter en charge. Et donc, on se retrouve avec un peu de talent d'open source qui alimente cet Hadoop, toutes nos applications d'entreprise qui alimentent nos DataWare plutôt sur l'Oracle Data Integrator historique. Forcément, on se retrouve à un moment donné avec une équipe de data science qui se dit bah ouais, mais là, il y a des données qui m'intéressent et donc mettez-les-moi à disposition dans mon data lake Hadoop. Et donc, on commence à tirer les flux dans ce sens-là. Accessoirement, ils mettent en place des données pour affiner leurs prévisions, leurs algorithmes. Gauthier parlait de la donnée météo. Bah, nous, la donnée météo, l'équipe de data va la chercher, met à disposition, charge tout l'historique météo de chaque lieu géographique, de chaque point de vente dans le cluster Hadoop. C'est super, sauf qu'on ne l'a pas à disposition ici. Et donc, quand on fait les reporting, on ne peut pas, dans le reporting du magasin, dire bah, en fait, ton chiffre d'hier, tu es en sous-performance, mais en fait, c'est l'été, il faisait moche. Il y a un an, tu avais une performance qui était meilleure, mais il faisait beau, qui est quand même une donnée hyper intéressante pour la responsable de magasin pour comprendre sa performance, bah, on ne l'a pas. Et donc, on marchait un peu sur la tête en se disant, mais en fait, on a 2 environnements différents avec des équipes qui avancent, qui ont chacune besoin finalement des données de l'autre. On va pas y arriver, on passe plus de temps finalement à faire ces réplications qu'à développer des use cases pour nos utilisateurs. Et donc là, on se dit, bah, il faut changer. On ne peut pas rester, surtout avec cette vision cible Data Power, comment on met la donnée au centre de la stratégie de l'entreprise. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Et donc, finalement, il faut qu'on ait un environnement commun qui serve les besoins de l'ensemble des use cases d'aujourd'hui et de demain. Et donc, notamment, bah, le reporting un peu classique de l'entreprise et aussi toutes les stratégies data science. Donc, on a lancé, comme vous, des consultations. On a regardé Snowflake, on a regardé aussi Google BigQuery, on a regardé Redshift. Et très, très vite, nous partis sur Snowflake. Un des choix, c'est qu'on voulait changer le socle, on voulait changer la base, la structure sous-jacente, on ne voulait pas changer tout notre écosystème. Et donc, pour nous, c'était hyper important que quelque part, on fasse une migration de la base et de nos socles de données, mais on voulait continuer de garder BO, alors que BO, par ailleurs, on va le rechallenger sur autre chose, mais on ne voulait pas tout changer d'un coup. Donc là, on a dit ce qu'on veut, c'est tout centraliser, avoir la puissance nécessaire pour adresser tous les cas, tous les besoins métiers. On veut être capable d'exécuter des workloads de data science sans que les users qui fassent des reports BO soient pénalisés. Mais on ne peut pas tout changer d'un coup. Et donc, il faut qu'on ait une base sur laquelle on va rapidement pouvoir rebrancher tous nos outils. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est maintenant, donc 1 an et demi après, avec finalement un Snowflake, Data Warehouse, Data Lake, sur lequel on a l'ensemble de nos données et qui sert l'ensemble des workloads data de l'entreprise, que ce soit du reporting ou de la data science. On a rebranché dessus, pour l'instant, notre reporting historique qui est via sa business object. Et on a branché dessus
Databricks pour tout ce qui est, data science. On a revu aussi tout ce qui est alimentation de données. Donc, on a maintenant une plateforme Talend Real-Time Big Data qui gère l'ensemble des intégrations de données vers Snowflake, mais c'est aussi maintenant cette plateforme qui gère toute la réplication, tous les échanges de données au sein de notre SI. Et on complète ça avec Stitch, qui est une société qui a été rachetée par Talend pour aller chercher tout un tas de données, notamment des données digitales. Donc, on parlait beaucoup, historiquement, on avait des problématiques pour récupérer les données de navigation web. Bon, aujourd'hui, on utilise Stitch pour récupérer effectivement toutes les données Google Analytics, mais on va aussi chercher des données réseaux sociaux, par exemple. Quelle est la performance de nos comptes Instagram? On a une vraie stratégie sociale locale, donc chaque magasin a un compte Instagram local. Quelle est l'évolution quelque part de la communauté locale du magasin? Quel est le nombre de publications? Comment ces posts sont perçus par la communauté locale? Est-ce qu'ils sont likés, commentés, etc. Tout ça, on récupère ces données, notamment via Stitch. On alimente ça dans notre data lake et derrière, on crée les reporting et les KPI, les nouveaux KPI finalement du business de demain auprès des magasins. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc avec un décommissionnement ODI, en tout cas sur l'alimentation data. On a encore un petit peu d'ODI en flux interapplicatif, mais on est en train de lui tordre le cou et ça ne va pas durer longtemps. Cluster Hadoop, le cluster Hadoop, on l'a démonté très, très vite. Donc, en 3 mois, la première étape, d'ailleurs, on avait fait un premier témoignage avec Synergie sur les différentes étapes de notre projet. Donc, si vous voulez aller revoir ça, je crois qu'il est disponible sur votre chaîne YouTube. Mais donc, très, très vite, on a arrêté Hadoop. Pendant quelques temps, 1 an à peu près, on avait toujours notre ancien data warehouse qu'on répliquait sur Snowflake, et après on avait branché toutes nos restitutions et toute la data science sur Snowflake. Et pendant 1 an, on a réécrit toute l'alimentation, on va dire, directe de Snowflake sans passer par Sybase IQ. C'était un peu plus long parce qu'on a aussi complètement changé la manière dont on alimentait Snowflake. Avant, on faisait globalement un batch par jour pour alimenter les ventes, pour répliquer les clients, etc. Maintenant, on fait quasiment que de l'alimentation temps réel. On est en mode message, un ticket de caisse, le client sort du magasin, 2 minutes après, il est dispo dans le data lake pour analyse, pour alimenter les reporting, pour l'équipe de data science, etc. Donc ça a été un petit peu plus long parce qu'on n'a pas fait qu'une migration technologique d'ODI vers Talend pour l'alimentation directe. On a aussi complètement changé nos modes d'intégration et le paradigme d'échange de données au sein de notre SI. Donc ça, c'est la situation actuelle avec Snowflake qui stocke toutes nos données structurées, semi-structurées. Juste un exemple. Donc, au bout de 3 mois, on alimente Snowflake, on réplique. Ça, c'est finalement une de nos plus grosses requêtes BO qu'on avait, qui générait tout le reporting de vente veille. Donc, c'est le report qu'on envoyait tous les matins dans les magasins, les directeurs régionaux, le comité de direction, etc. C'est le business qu'on a fait hier. Là, c'est le démarrage de Snowflake. Donc, sans optimisation particulière, etc., on voit qu'on gagne énormément au démarrage en temps. Et puis voilà, on a fait un petit tuning. On dit petit tuning, c'est pas 2 jours d'un DBA expert 4 étoiles. Hein. On a activé une option dans Snowflake pour paralléliser et être capable de dire si le cluster il sature un peu, on en lance dynamiquement un deuxième qui s'éteindra automatiquement s'il n'est plus utilisé. On est sur du tuning de 1 quart d'heure quand on allume la doc. Et là, on a encore regagné de la performance. Yvan en parlait tout à l'heure, parce que c'était une de nos inquiétudes dans l'avant-vente. Et tu parlais d'élasticité. Au-delà d'élasticité, moi je parlerais aussi de linéarité, parce que finalement c'est bien l'élasticité, mais si les coûts explosent, si on est sur une exponentielle, finalement l'élasticité elle est toute théorique parce qu'on ne va pas avoir envie d'y aller. L'avantage de Snowflake, c'est la linéarité. C'est-à-dire qu'en fait, un cluster 2 fois plus puissant va bien 2 fois plus vite. Alors certes, il est 2 fois plus cher, mais comme il va 2 fois plus vite, ça vous coûte le même prix. Et donc, on est réellement sur de la linéarité avec Snowflake. Et donc, finalement, on ne parle plus de temps de traitement, on parle d'un coût de traitement de la donnée. Mais en fait, le coût, c'est le même. À un moment donné, vous avez de la donnée à traiter, ça va vous coûter $4 de traiter cette donnée. Donc, finalement, le temps de traitement, ça devient une variable. C'est dans combien de temps j'en ai besoin? J'en ai besoin tout de suite. Je mets, en plus, on a régulièrement un X qui se rajoute, donc je ne sais plus à combien de X on est maintenant dans les. On doit être au 4 ou 5 XL.
Donc, on est à 6. Voilà. Donc, régulièrement, en plus, on rajoute un X. Donc, on peut, de manière très, très régulière, aller encore 2 fois plus vite. On n'est pas encore à la NASA, donc je pense qu'on n'est pas encore allé au 6XL, mais ça nous est arrivé de monter sur du double XL parce qu'on prend pour une raison X ou Y un historique. On a complètement à le retravailler. Je n'ai pas envie d'attendre 3 jours. Moi, j'ai envie de prendre mon café et de revenir à pouvoir avancer. On upgrade. Il traite tout, on revient, on a pris son café, on le remet à la taille normale et on peut avancer sur ces données. Et donc, on a une réelle linéarité et quelque part, le coût de traitement de sa donnée est le même. On va les faire après. On fait comme vous voulez. On le fait la fin. Quelques retours, pour le coup, post-démarrage Snowflake. Donc, effectivement, on a une sérénité maintenant dans les équipes data qui est juste incroyable parce que ça répond. En fait, on rend possible. C'est-à-dire qu'on avait des équipes à un moment donné qui régulièrement disaient non, je peux pas parce que la base ne va pas tenir, parce que j'ai pas la place, parce que derrière, il va y avoir des chantiers d'infra impossibles pour upgrader le data warehouse, pour pouvoir accueillir ce nouveau cas d'usage. Aujourd'hui, on a des équipes data qui disent par défaut, c'est oui. Et qui sont plutôt à la recherche de gens du métier. Venez nous voir en disant, venez avec vos cas et on va vous aider à les mettre en place. Donc, on a cette capacité d'augmenter les perfs à n'importe quel moment. Donc là, c'est aussi une sérénité. On savait historiquement, si jamais on avait un problème dans l'alimentation de notre dataware la nuit, après, c'était la catastrophe. C'est-à-dire qu'il fallait reprendre les traitements de chargement en pleine journée avec en même temps du reporting qui tournait. C'était une catastrophe. En gros, la journée était fichue pour tout le monde. Bon, là, si jamais à 7 h du matin, on se rend compte que le traitement la nuit, il y a eu il y a eu un souci, pareil, on tourne le variateur, on met sur le niveau du dessus de puissance qui va bien, on rattrape le retard en une demi-heure, 1 heure, et les users ont leurs données disponibles pour le démarrage. Donc là, c'est un confort d'exploitation qui est juste incroyable. Pas du tout d'expertise technique nécessaire. Donc avant, on avait quand même des experts qui venaient régulièrement pour faire de l'administration de bases de données, etc. Il n'y a plus besoin. On a une fonction qu'on aime beaucoup qui est le time travel. Donc, on est capable de revenir sur n'importe quelle table, sur un historique qui peut monter jusqu'à 3 mois sur l'état de la table à un moment donné. Donc, là aussi, en termes de sécurité, pour le coup, ça nous permet d'être maintenant aussi en data sur des cycles beaucoup plus agiles en disant on va mettre en prod, on va tester, et de toute façon, s'il y a un souci, c'est pas grave, on reviendra en arrière parce qu'on a cette sécurité. On n'a plus du tout de limite technique. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus un frein. Donc là, ça ouvre les possibilités. On en a aussi profité parce qu'à un moment donné, on avait 2 bases de converger. Maintenant, on n'a plus qu'un seul modèle de données, BI et data pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. On a, et c'était un des apports, on a avec Snowflake la capacité de segmenter les usages. Et donc, on a quand même des warehouses dédiés par différents cas d'usage qui permettent effectivement d'isoler. Et on a bien évidemment aucun impact quand l'équipe data lance des traitements de dingue sur les gens qui font du reporting parce qu'on a isolé dans des warehouses différents la consommation et l'accès aux données. Donc là aussi, quelque part, on est capable de garantir des temps de réponse et un usage qui reste bon, même quand d'autres équipes, pour d'autres usages, ont des consommations très importantes sur la partie données. On le disait, on en a aussi profité pour mettre à disposition la donnée en temps réel, avec notamment sur Snowflake du Stream Task. Donc, on alimente vraiment de manière dynamique les données. Et pour le coup, parce que c'est souvent un peu une inquiétude, on se dit, je vais dans le cloud, c'est quoi, quel va être mon coût? Pour le coup, nous, on a fait des économies. C'est-à-dire que ISO cas d'usage, globalement, Snowflake nous coûtait moins cher que l'infra, plus la maintenance du logiciel, plus les DBA, etc. Honnêtement, quasiment divisé par 2 la facture. Snowflake, globalement, nous revenait à notre maintenance de notre logiciel avant, enfin de notre software de base de données d'avant, auquel on rajoutait hardware, DBA, etc. Plutôt divisé par 2. Alors ça, c'est ISO périmètre, on va dire. Là, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que les coûts montent. Mais les coûts montent parce qu'on développe plein de nouveaux cas d'usage. Et c'était le but, c'était de rendre possible. Je veux dire, avant, c'était une frustration de ne pas pouvoir délivrer et faire les projets qu'on nous demandait. Maintenant, on peut, donc on les met en place, donc la consommation augmente un petit peu, mais c'est pour le coup plutôt une bonne nouvelle. Et on n'est toujours pas revenu à ce que ça nous coûtait avant.
Donc voilà où on en est. Donc on a plutôt quand même démarré sur une logique data warehouse cloud. Je vous disais, on avait de la donnée structurée, semi-structurée. Là, on va vraiment dans une stratégie data lake cloud. Et notamment, on avait, nous, un sujet sur lequel on voulait avancer, qui était tout ce qui était image. Et donc, ce qu'on a fait, le projet phase 1, maintenant, on a rajouté un espace de stockage externe Azure, parce que beaucoup, nous, Snowflake, on l'héberge, on le run sur Azure Amsterdam, et sur lequel on va venir déposer les données non structurées. Donc, cet espace de stockage est lié. Snowflake a accès à ça et est notifié de tout ce qui se passe sur ce stockage. Et donc, on va venir déposer des fichiers sur ce stockage, notamment toutes nos images. Et Snowflake est bien sûr notifié en temps réel dès qu'il y a un fichier qui est ajouté. Quelque part, Snowflake est au courant et peut déclencher un certain nombre de traitements. Donc là, l'idée, c'est de déposer donc, les images sur ce stockage. Et quand on va ajouter une nouvelle tâche, un nouveau fichier, c'est de déclencher un traitement Snowflake. Il y a aussi une fonctionnalité que moi je trouve top côté Snow, c'est la capacité à appeler des fonctions externes. Donc on a une fonction externe, on va appeler des fonctions Azure d'analyse d'image, d'IA et d'analyse d'image. Et cette analyse d'image va nous permettre de récupérer un certain nombre d'attributs sur l'image pour revenir enrichir notre base de données, donc de partir quelque part d'une donnée non structurée, une image, pour régénérer de la donnée structurée. Typiquement, on le fait en 2 temps. Donc ça, c'est des exemples d'images. Donc là, on va déposer toutes les images, donc toutes nos studios photos, au fur et à mesure qu'ils font les shootings, viennent déposer sur ce blob storage Azure les nouvelles images. On fait une première analyse qui dit on a différents types d'images. On a des images portées, on a des zooms produits et on a le produit à plat. Et donc, le premier, et pour le coup, l'information, on ne l'a pas. Donc, toujours dire, on va aller voir Studio Photo pour ajouter un truc. Bon, en fait, on ne s'emmerde pas. On récupère la photo, on appelle la fonction de reconnaissance d'image Azure qui nous dit quel type de photo c'est. Parce que c'est important pour nous, pour aller après chercher de l'attribut, on va travailler sur le produit à plat. Donc, on a une première fonction externe qui dit, voilà, quel type de photo c'est, à plat, portée, zoom. Et après, on va déclencher sur les photos à plat une deuxième fonction externe de reconnaissance d'image aussi Azure, mais là, pour aller chercher de l'attribut produit. Et donc, on va, sur chaque produit, aller chercher, c'est un pantalon, donc c'est des vêtements, c'est un pantalon, il y a des poches, voilà. Et donc, c'est un jean. Et donc, on a comme ça de l'IA qui va venir analyser l'image, proposer de la donnée structurée avec des niveaux de confiance et qui va nous permettre de rajouter ces données dans notre base. Donc, typiquement, sur un t-shirt, voilà, on sait que c'est un t-shirt à manches longues, on sait que c'est un t-shirt qui a un col rond, on sait qu'il y a aussi une animation texte sur le t-shirt. Et donc, ça nous permet de facilement enrichir les données. Et c'est un enrichissement qui se fait pour le coup sans. Alors, on pourrait aussi, et on y réfléchit toujours, demander aux équipes métiers de saisir tout ça. Après, on sait que la qualité de la saisie, ça peut toujours poser un peu de problème. Là, on est sûr de la donnée, on est sur la photo du produit qui vient de rentrer à l'entrepôt. Il n'y aura plus de changement, c'est bien ce produit qu'on va changer. Donc, les attributs qu'on détecte, ce sont bien les bons. Donc ça marche. On l'a fait en pilote. Et pour le coup, là, maintenant, on est en train d'industrialiser ça pour que ce soit quelque chose qui tourne en permanence et qui vienne en permanence enrichir notre. Maintenant, vraiment un data lake avec ces images produits et l'enrichissement en données structurées à partir de ces images produits. Ça, c'est un exemple sur lequel on travaille, mais effectivement, on est de plus en plus sur comment on tire parti au maximum de Snowflake pour aller développer des nouveaux cas d'usage. Et avec, notamment, on parlait tout à l'heure par rapport à la roadmap, mais il y a de plus en plus de choses qu'on fait nativement dans Snowflake. Typiquement, Databricks, c'est quelque chose qu'on va probablement arrêter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses qu'on faisait historiquement dans Databricks qu'on peut faire nativement dans Snowflake. Et donc, l'usage de Databricks est en train de progressivement disparaître puisque la cible, c'est demain tout dans Snowflake. Donc, sur les workloads de data science. Donc, voilà pour notre témoignage, notre cas d'usage. Je n'ai pas reparlé précisément du projet parce qu'on avait déjà
quelque part raconté. Il est disponible en plus sur YouTube, sur la chaîne Synergie. Donc, si vous voulez savoir par quelles étapes on est passé, les temps à la disposition, là, je voulais aussi illustrer sur qu'est-ce qu'on peut faire après. Parce que c'est bien, on se dit, c'est un enabler, on veut rendre possible, mais rendre possible quoi? Voilà, ça, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Et honnêtement, on était à des années-lumière d'être capable de faire ça il y a 2 ans et demi, 2 ans. J'ai 2 questions, mais c'est Alexandre Knight. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Aesio. Il a connu nos services. C'est Aesio. Alors, il y a une question pour Guillaume. Quels sont les nouveaux rôles affectés à l'équipe infrastructure sur Snowflake, vos DBA? 0. Ils ne s'en occupent plus. Donc, ils font autre chose. Ouais, ils font autre chose. Alors, sachant que nous, on passait plutôt quelque chose qu'on externalisait, donc on allait chercher de l'expertise sur Sybase IQ. On ne va plus chercher cette expertise. Donc, Il n'y a plus besoin. Voilà, on externalise quelques milliers, dizaines de milliers d'euros par an parce qu'il n'y a plus besoin. Il y a plus besoin. Une deuxième question entre Guillaume et Yvan. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Stitch ou est-ce que c'est utilisable directement dans Snow, la remontée de données? Est-ce qu'on peut injecter directement dans Snow? On peut. La question, c'est la collecte. Alors, on peut développer des connecteurs pour aller taper les API d'Insta, etc. Après, c'est des API qui bougent. Nous, on a plutôt pris parti d'utiliser un logiciel qui le fait et qui maintient ces connexions-là, et en plus, qui est vraiment pas cher. D'accord. Donc, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros par an. C'est pas la question. Je ne sais plus combien coûte Stitch, c'est quelques millions de données, mais c'est 2000, 3000 euros par an. Donc, enfin, on ne va pas s'embêter à développer des trucs nous-mêmes, il faut se taper sur des API sociales qui bougent en plus quand même régulièrement, alors qu'il y a des gens qui font très très bien. Maintenant, on pourrait très bien développer un truc. Dernière question, c'est a priori les blob storage seront intégrés dans Snow? Alors, c'est déjà le cas, hein, mais en fait, il y a du storage interne à Snowflake et du storage externe. Là, pour le coup, nous, on a plutôt fait le choix de faire du storage externe parce que, pour le coup, ces images-là, demain, on imagine aussi d'autres applications, d'autres usages qui ne soient pas forcément liés directement à Snowflake. Donc, ça nous apparaît plus pertinent de dire nos images, on les stocke sur le cloud, mais sur un storage qui est agnostique de Snowflake et qui n'est pas le storage interne de Snowflake. On aurait pu faire ce choix aussi, mais on va plutôt le mettre à l'extérieur pour potentiellement d'autres usages demain. Merci Arnaud. Thierry. Dessus la plateforme, vous avez mis en place des rapports, c'est-à-dire des choses, on parle des warehouses. Alors, il y a des rapports qu'on a mis en place dans Snowflake directement. Et là, on est aussi en train de faire le lien. Alors, nous, on utilise Datadog pour remonter notamment tous nos logs applicatifs, web, clients, tout ce qui est suivi de notre plateforme d'intégration, temps réel, les messages, etc. Tout ça, c'est remonté dans Datadog. Et on est en train de configurer aussi la remontée d'informations dans Datadog pour avoir finalement dans notre console globale aussi ce qui se passe sur Snowflake. Mais il y a, à date, là, on est sur des reports directs dans Snowflake. Ok, merci Guillaume. Pardon. Une question sur la maîtrise des coûts, justement. Vous parlez que vous avez fait baisser les coûts. Et je suis intéressé de savoir comment vous avez adressé la partie temps réel, puisque on avait fait des simulations sur du temps réel. Or, on ouvre des sessions, vous savez, donc il y a un coût quand même à chaque fois qu'on introduit un JMS. Donc, comment vous avez introduit ça? Parce que le début, ça faisait... En fait, on a mesuré. Après, la question, c'est sur quel warehouse on va faire tourner le traitement. Alors, on s'est dit, effectivement, on peut ouvrir un warehouse pour ingérer de la donnée en temps réel. Là, pour le coup, c'était un vrai plus. En fait, quand on regarde, il s'avère que le warehouse qui fait tout le reporting dans la journée, il est quasiment ouvert tout le temps. Il y a tout le temps un user qui va relancer une requête BO, etc., etc. Et en fait, ce warehouse, même en étant au plus petit, il avait la capacité de traiter, parce qu'en fait, c'est des micro-traitements, c'est des outils fichiers, c'est des ventes, etc. Donc en fait, on a dit, on va utiliser ce warehouse-là pour alimenter en temps réel les données, et quelque part, ça n'augmente pas le coût, parce que de toute façon, il est déjà up. Nous, les données temps réel, c'est des données essentiellement qu'on remonte des magasins de l'activité qui correspondent à la fenêtre de temps pendant laquelle les users sont là et font leur reporting. Donc, le coût, c'est un coût, on va dire, supérieur, marginal, parce que de toute façon, le warehouse, il est annulé. Ok, merci Guillaume.